Bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, aux discussions sociologiques avec Paul. La semaine passée, on avait discuté d'un sujet très intéressant. On avait parlé de la sociologie et son rapport avec les institutions. Avant, on avait parlé de la sociologie et son rapport avec la force et la force légitime de l'État. Et aujourd'hui, on avait décidé qu'on parlerait de la sociologie et son rapport avec le marketing et la vente. Ça fait un bon résumé quand même. Je retiens quand même. Vous êtes excellent. Non, c'est parce il est formidable. Je suis encore un élève. Je suis encore un élève. Formidable. Donc, c'est juste mes facultés d'élève qui font que... Oui, mais vous devriez voir certains élèves que j'ai. C'est pas le même niveau. Hein? Non. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Oui. Et pour toi, Paul? Ça va. On discutait avec James avant l'émission. On était un peu nostalgique de la perte du grand-père de la sociologie, Guy Rocher. C'était assez touchant. Je pense qu'on en avait hommages. parlé dans la toute première émission. Oui. Ouais. Les funérailles, c'était hier. C'était hier, Voilà. à Montréal. Oui, à l'UQAM. À l'UQAM. À l'UQAM, c'est une université. C'est une Celle du université. Québec. Voilà. À Montréal. Et il y a un cimetière à l'université. Non. C'était une cérémonie totalement laïque. Oh, c'est la cérémonie. Oui, Okay. c'était... on recevait des hommages, tout ça, mais c'était une cérémonie laïque. Et le lieu de l'UQAM est très symbolique parce que il y avait une grande église à l'UQAM avant qu'on construise l'Université du Québec à Montréal. C'était une grande église qu'on a démolie, mais on a gardé certaines façades. Et c'est un lieu symboliquement extraordinaire parce c'est un lieu qui montre la transition de la société traditionnelle, où l'Église domine, à la société moderne, où la science domine. C'est un peu comme à l'université de Saint-Boniface aussi, qui avait un passé d'église aussi catholique, si je ne me trompe pas. J'aimerais pas dire des mensonges. Mais je pense aussi qu'il a aussi évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, okay. C'est vrai. C'est une belle chose à savoir. Donc, désolé pour la perte, encore une fois. Je sais que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Il avait dans votre 101 parcours. ans. On ne va pas pleurer trop, là, quand même. Mais quand même, c'est une grande perte. Oui, une grande perte. Mais on s'y attendait. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. On n'est pas éternel. Et je pense qu'il était le premier à le savoir. Oui. Oui. Il y a toujours un temps pour partir. Hein? Oui. Un autre élément symbolique, vous savez c'est quoi? C'est qu'il est mort à 101 ans et Guy Rocher a travaillé sur la loi 101. Oui, je pense qu'on avait aussi on en parlé avait de ça. parlé de ça. Ouais, c'est très symbolique. C'est très étonnant. Très symbolique. C'est comme Nelson Mandela aussi, qui a fait malheureusement jusqu'à 27 ans en prison, je crois, et qui est sorti de prison, mais qui a vécu jusqu'à 97 ans, si je ne me trompe pas encore. Donc, oui, des fois, il y a des mauvaises choses qui arrivent dans la vie, mais on sait avoir quelques petites récompenses plus tard. Et donc, pour commencer cette émission, je vais faire un petit récapitulatif de là où on était la semaine passée. C'est que la semaine passée, on avait parlé de justement la sociologie avec les institutions de l'État. Et on avait commencé à parler par le fait que l'État, des fois, était aussi à la base de toute cette production-là qu'on arrivait à avoir avec les systèmes. On a parlé du système capitaliste et tout le reste par rapport au fait d'avoir le pouvoir d'achat qui détermine souvent même le statut de quelqu'un dans la société. Et on était arrivé justement à ce que peut te procurer ton argent. À quoi est-ce que ton argent t'emmène, la place que la société, la place que tu occupes dans la société, compte tenu de ton compte en banque, de ce que tu peux te procurer. Et on avait terminé en parlant de justement cette société de consommation, de surconsommation qu'on arrive à voir aujourd'hui. Moi, la première question que moi j'aimerais vous poser plutôt pour commencer cette émission, c'est qu'est-ce qu'on entend par société de consommation ou société de surconsommation? Moi, je vais essayer d'un peu planter le décor que tu viens de décrire là. Et puisque la sociologie, qu'est-ce qu'elle vient faire en marketing? Donc, c'est parce que je me suis rendu compte que la sociologie fournit des outils au marketing pour pouvoir développer des stratégies. Autrement dit, la sociologie aide ou bien facilite une certaine compréhension des tendances sociétales. Exactement. Et en même temps, le comportement des individus. Donc, elle contribue à la construction de ce qu'on pourrait appeler une société ou bien une culture consumériste. Oui. Donc, c'est un peu ça ma compréhension. Mais là, encore,
Et je peux dire que le marketing, bon, Paul aime bien aborder cette question de multidisciplinarité. Donc, le marketing se trouve même au croisement de la sociologie et de la psychologie. Donc, on ne peut pas parler de la sociologie du marketing sans se voir le côté psychologique, tout ça, quand on va étudier le comportement des consommateurs, et ça a trait à la psychologie. Absolument. Peut-être il s'agit de la psychologie sociale, on ne sait pas, mais c'est un peu ça et ma première compréhension de cette question. Sur ce côté-là, je pense que je peux commencer à avoir un avis, je dirais, technique et précis parce que j'ai un diplôme en marketing. Donc, je sais un peu... Au moins, je ne suis pas trop perdu comme quand on parle totalement sociologie. Parce que oui, totalement vrai, dans le marketing, on a de la sociologie, mais c'est plus de la sociologie appliquée. Exactement, c'est plus comportemental par rapport au consommateur, parce que dans le marketing, c'est le consommateur qui est le client, qui est ce sur quoi on se concentre. Donc même la première étape pour créer un marché, on sait tous c'est laquelle ? L'étude de marché, bien sûr. L'étude de marché en question, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est étudier tous les contextes autour du marché qu'on veut développer. Et dans cette étude de marché-là, on ne le dit pas peut-être, mais c'est un beau travail sociologique. C'est un travail sociologique. Et la sociologie, comme disait James, offre des outils, je le dirais autrement, elle offre des outils qui se veulent scientifiques, et qui, par la suite, sont exploités par le marketing dans un but précis de vendre de la marchandise. Et c'est ça, je ferai la distinction entre marketing et sociologie, c'est que la sociologie n'a pas un but ultime autre que d'éclairer la réalité sous certains angles, alors que le marketing a un but précis, c'est-à-dire vendre plus de marchandises. J'aimerais revenir au début de la question. Qu'est-ce qu'une société de consommation? Il manque un mot dans la question. Qu'est-ce qu'une société de consommation de masse? Et c'est une distinction importante qui nous vient de Jean Baudrillard, dont on a parlé la dernière fois, qui est un précurseur en sociologie de la consommation, société de la consommation de masse. Et Baudrillard va dire, c'est la première fois qu'on est dans une société de consommation de masse. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, compte tenu de la productivité extraordinaire de nos sociétés industrielles et post-industrielles maintenant, on produit tellement qu'il faut consommer beaucoup. Vous voyez, c'est une obligation de la chaîne de production, quoi. Et à cause de cette obligation-là, le travail de marketing ou de publicité devient, à partir des années fin 60, début des années 70, une obligation aussi. Ça devient une expertise particulière. Et comme dans votre cas, vous avez été diplômé en marketing, on nous apprend à vendre des marchandises. Voyez? Et on donne des stratégies pour vendre de la marchandise. Comment on fait ça? Voyez? Exactement. Et comment on fait ça? Parce que justement, en marketing, il y a quelque chose qu'on appelle, dans les études de marché, par exemple, on a la concurrence. On étudie la concurrence. Oui. On étudie même les personnes qui sont déjà implantées. On étudie le top of mind, par exemple. Si, par exemple, je veux développer une marque de boissons gazeuses, par exemple, on sait que le top of mind, c'est Coca-Cola ou Pepsi ou autre. Mais quand on essaie d'aller dans l'esprit du consommateur, on fait un travail psychologique un peu des fois. Parce que, par exemple, si on laisse le marketing et qu'on rentre dans la publicité, on a le côté artistique qui crée, mais on a surtout le côté développement de la publicité qui est après, qui est avant plutôt. Mais dans ce côté développement-là, en fonction de la cible et en fonction du produit, c'est là qu'on crée une publicité qui va matcher et qu'on va vendre. Donc, cette étude-là qui est un peu, je dirais, psychologique, mais qui touche un peu à la sociologie, comment est-ce qu'un sociologue pourrait décrire une personne qui, par exemple, utilise la sociologie à des fins, je dirais, lucratives? Comment est-ce qu'on pourrait, d'un point de vue sociologique, définir ça? Est-ce que dans les études de sociologie, ça s'appelle de l'exploitation. On utilise
le regard sociologique, ça pourrait être le regard psychologique ou autre, ou anthropologique, même une sociologie ou une anthropologie de la culture, c'est-à-dire qui observe les symboles, qui observe les valeurs au fondement des comportements, etc., qui pourrait être un peu inconscient. Il y a la notion d'inconscient en marketing, mais ce n'est pas nécessairement un inconscient freudien, mais qu'est-ce qui, chez les citoyens, offre des motivations? C'est ça qu'on cherche. On cherche. Et peu importe la science, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, offre des outils, comme disait James. Et quels sont les outils que je peux utiliser, moi, comme publicitaire pour vendre plus de produits X, de produits Y, etc. Ça s'appelle l'exploitation. J'exploite des outils qui existent déjà. Je ne réinvente pas la roue du tout. Je vais voir qu'est-ce qu'on a dit sur la culture occidentale contemporaine, quelles sont les grandes valeurs contemporaines, etc. Et je prends ça et je les exploite dans un but précis, vendre une marchandise pour mon client. C'est ça mon but. Et justement, par rapport à ça, tu as énoncé en fait tout de suite. Tu as dit qu'il y avait un penseur sociologique qui a dit qu'on arrivait pour la première fois dans une société de consommation de masse. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence dans la constitution sociologique d'une société de consommation qui n'est pas de masse et une société qui était comme avant, une société de maintenant plutôt qui est de masse? Est-ce qu'il y a une différence d'une approche sociologique par rapport à ça? Je ne pense pas qu'il y a vraiment une différence puisque la consommation, ça concerne tout le monde. Peut-être avec le développement du système capitaliste, on produit beaucoup plus pour le peuple, pour la masse, parce que il y a des produits... Parce qu'on a les outils technologiques pour le faire. Justement. Voilà. On a des outils technologiques pour le faire. Ouais. Et il y a des biens qui auparavant étaient réservés à une certaine catégorie de personnes. Donc, avec la consommation de masse, il y a la chute de prix, tout ça. Parce que en économie, lorsqu'on produit beaucoup, il y a la demande, il y a l'offre qui augmente. Donc, c'est sûr qu'il faut augmenter l'offre en fonction de la capacité et de la solvabilité et des acheteurs, de la personne qui va consommer ce bien-là. Donc, on ne peut pas produire, par exemple, on produit un iPhone à 2 000, 3 000 $, mais qui va l'acheter. Exactement. Donc, il faut vraiment... Il faut voir la consommation de masse. Il faut voir est-ce que tout le monde aura accès à ça. Donc, c'est ça. Et ce que fait la sociologie dans tout ça, parce que moi, la sociologie n'est pas la propriété privée de personne. Donc, elle est là et bon, on est plutôt là dans une approche plutôt compréhensive dans le sens de Max Weber. Donc, la sociologie permet de comprendre le fonctionnement de ce marché-là, voilà, de cette société-là, de ces cultures, donc pour pouvoir offrir des produits que la masse peut s'en approprier facilement. Exactement. Une fois qu'on a compris comment fonctionne cette société, on peut exploiter ce mécanisme-là à une fin précise, celle de vendre des marchandises. On arrive dans une société où on connaît comment est-ce que l'être humain est, en tout cas de la société actuelle. Le paraître ou alors le statut qu'on veut affirmer est quelque chose qui est très important. Même pour les personnes qui peut-être ne peuvent pas se permettre certaines choses, le fait de se dire de pouvoir posséder certains biens matériels peut pour eux être une affirmation sociale devant d'autres personnes. Alors, est-ce que le fait de connaître cela, par exemple, n'est pas plutôt un outil de manipulation? Par exemple, le fait de savoir que chaque personne veut avoir un statut peut pouvoir, par exemple, avant, je ne pense pas que les marques de luxe étaient des marques vraiment populaires parce que c'était justement pour les riches et donc c'était pour un cercle fermé. Mais maintenant, les marques de luxe se rendent populaires pour que tout le monde le sache, que tout le monde veuille avoir une affirmation de personnalité ou d'un statut social. Et donc, est-ce que ce n'est pas aussi le fait de changer même sa politique de marketing pour s'adapter à la sociologie des fois?
pour s'adapter à la société. Je Ah, dirais. exactement. Voilà. Désolé. Mais bien sûr, et vous avez raison de prendre cet exemple à propos des marques de luxe. Ils ont compris qu'ils feraient beaucoup plus d'argent s'ils étaient un peu plus humbles. Ben, pourquoi pas? Parce que c'est ça le but en société capitaliste, c'est de faire un profit et de maximiser le plus possible ce profit-là. Donc, allons chercher un marché plus grand, quoi. Pourquoi se limiter à un marché qui serait limité justement à trop peu de personnes? Donc, est-ce que c'est de la manipulation? Bien sûr que c'est de la manipulation. N'importe qui travaille en publicité, en marketing va l'avouer. Moi, tantôt, j'utilisais le terme exploiter. J'exploite des outils pour arriver à mon objectif de vendre telle ou telle marchandise. Mais on pourrait dire manipuler, bien sûr. Et donc, moi je trouve que même, il y a de la manipulation dans la manipulation. Parce que je m'explique, par exemple, je reste sur ces cas de marques de luxe, par exemple. Je prends deux cas, dans l'horlogerie et dans l'automobile. Oui. Je prends dans l'horlogerie, par exemple, on a des marques comme, par exemple, Rolex, qui est une marque de luxe, mais qui vulgarise ses produits et qui la rend, bon, pas accessible à tout le monde, mais qui la rend potentiellement accessible à tout le monde. Et on a des marques de luxe horlogères, comme par exemple Richard Mille ou alors Audemars Piguet, qui, elles, font des numéros, même pas plus de 200 montres par année, pour des personnes qui sont déjà sur des shortlists et qui, si ils revendent leurs montres à d'autres personnes, sont rayés de la shortlist pour rendre encore plus inaccessible et encore augmenter ce besoin-là de montrer qu'on est encore plus riche. Dans l'automobile, c'est pareil. On a des marques de véhicules comme par exemple Ferrari qui produit des véhicules ou alors Lamborghini qui produit des véhicules. Par exemple, on a eu le lancement du modèle de la Lamborghini Urus qui est un 4x4 Lamborghini. Wow. Et il y a des marques de véhicules de luxe qui ont dit nous, on ne va pas rentrer dans cette danse-là. On reste luxe, luxe, luxe. Nous, on n'est pas fait pour construire des véhicules pour aller au supermarché. On est fait pour construire des véhicules pour montrer aux gens qu'on ne va pas au supermarché et qu'on a une autre Lamborghini derrière qui va au supermarché. Et donc, la marque Bugatti, par exemple, a dit qu'il ne ferait jamais de SUV. Eux, c'est des 2 places, 2 personnes, moins de personnes dans la voiture, plus d'argent à dépenser pour affirmer un statut. Donc, est-ce qu'on peut dire que même le statut sociologique peut être utilisé pas seulement contre le consommateur, mais aussi en termes de concurrence entre des marques dans un même ordre d'idée? Tout à fait. Je pense que c'est exactement ce que tu viens de décrire là, à travers les différentes marques. Donc, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la sociologie n'est pas la propriété de quiconque. Donc, tout le monde s'en sert. Et de même que le consommateur peut s'en servir, de même que le constructeur ou l'entrepreneur, il peut s'en servir. Bon, c'est pour ça que Paul l'a répété, c'est un outil. Et même les produits qu'on propose, c'est pas seulement, par exemple, tu as pris l'exemple des voitures, c'est pas seulement le monde automobile ou le monde du luxe, tout ça, mais c'est aussi, ça se construit autour de certaines personnalités. Et, par exemple, en sport, dans le soccer, en football. Les porte-paroles. Les porte-paroles. En politique, il y a des groupes, des firmes de consultation qui sont là pour vendre des candidats, pour vendre des personnalités. On a vu ça aux élections américaines et dans d'autres pays. Il y a une firme internationale qui est très connue, qui appartient à une Espagne, s'appelle le groupe Solar, et qui est dans cette dynamique-là, qui est là pour vendre des candidats, des personnalités. Donc, c'est en quelque sorte un outil qui est au service de tous les secteurs, parce que c'est tout le monde qui en profite. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, James, parce qu'on vend une personnalité, on vend un modèle de comportement. Je pense qu'on vend une expérience aussi. Christian, tu disais les marques de luxe, etc. Et dans les marques de luxe, il y a encore une hiérarchie encore plus. Et c'est l'expérience d'un absolu.
c'est l'expérience d'un absolu qui est proposé aux citoyens, un peu comme auparavant le phénomène religieux. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui est absolument le top, par exemple, dans les voitures? Et chez les hommes, en tout cas, je sais que c'est des conversations... Mais il y a plusieurs femmes qui s'intéressent aux voitures aussi, mais c'est typiquement, en Amérique, un sujet masculin. Et la montre, comme l'autre exemple que tu donnais, qui est un exemple typiquement masculin aussi. Je connais peu de femmes qui, vont discuter des différentes marques de montres et celle-ci, elle est automatique et elle a telle fonction, elle vaut tant, comme Rolex, etc. Et ça aussi, on veut proposer une expérience absolue aux consommateurs, aux citoyens. Voici comment vous distinguer et comment être supérieur aux autres. En portant une Rolex, en conduisant une BM, une Ferrari, peu importe. Vous atteignez en atteignant ce statut social, pour reprendre l'expression, vous pouvez vivre une expérience que d'autres ne peuvent pas vivre et qui s'approche d'un absolu. Justement, actuellement, on a quelque chose qui est du marketing, mais qui s'apparente un peu à de la politique. Parce qu'on avait discuté, je pense que c'était dans la 2e émission, qu'on avait parlé du leader charismatique. Mm-hmm. Je retiens les mots. Quand vous parlez là, vous m'enseignez aussi. Donc, le leader charismatique, vous l'aviez défini comme étant la personne et pas forcément l'idée derrière où c'est la personne. Et maintenant, on voit que ça existe aussi en marketing parce que on voit beaucoup de marques qui choisissent des égéries. Par exemple, je m'aventure dans le sport, par exemple. On a techniquement dans le soccer, par exemple, 2 GOAT, Cristiano Ronaldo et Messi. C'est quoi un GOAT pour les auditeurs? C'est genre le meilleur des meilleurs dans le sport. Oui. Donc, on a Adidas qui a choisi comme égérie Lionel Messi avec un contrat à vie, blablabla. On a Nike qui a choisi Cristiano comme légende, image à vie, blablabla. Et on a d'autres stars comme d'autres marques comme Neymar avec Puma, comme New Balance avec Van Dijk. Voilà. Chaque marque essaie d'associer sa marque à une personne et à attirer les personnes avec elle, avec leur groupe qu'ils aiment. Même sur Instagram, maintenant, il y a des publications en partenariat. C'est-à-dire, tu publies une photo et moi, étant la star, je viens m'associer sur la publication de la marque pour montrer que moi, je suis là. Est-ce que cette manipulation politique-là, lorsqu'elle rentre dans le marketing, elle ne devient pas néfaste pour l'image même de la sociologie? Parce qu'elle donne des armes. La sociologie donne une arme incontestable. James a très bien répondu déjà en disant que la sociologie appartient à personne. Donc, les résultats de recherche en psychologie, en sociologie ou en anthropologie, on peut en faire ce qu'on veut. Et ceux qui travaillent en publicité marketing, si j'étais en marketing, c'est ce que je ferais. Je ferais un 2e doctorat en anthropologie ou en psychologie pour aller chercher d'autres outils que je pourrais exploiter. Vous voyez? Alors, c'est de bonne guerre puisque c'est offert à tout le monde. Tout le monde peut le... Alors, la question est la suivante. Pourquoi investir, quand on a une grande entreprise, pourquoi investir de l'argent qui provient de nos profits dans la communication, dans les médias de communication de masse pour vendre un produit? Pourquoi on fait ça? Pour attirer de la clientèle? Oui, non, mais si vous connaissez Rolex, tout le monde connaît Rolex. Pourquoi je dois annoncer Rolex? Pour maintenir la clientèle? Pour maintenir la clientèle, mais la clientèle, elle est déjà, pas acquise. Elle est déjà acquise. Alors pourquoi je fais ça? Pour se maintenir en tête. Pour soutenir, exactement, pour reproduire le modèle que représente Rolex. Il faut le maintenir dans le temps. Hein? À l'époque, on allait à la messe à tous les dimanches. Quelqu'un pourrait dire, ouais, je suis allé à la messe une fois cette année, ça va. Non. Tu y vas tous les dimanches. Vous voyez? Mais c'est la même chose avec la pub. On doit rabattre le message sur les esprits des consommateurs pour leur dire, voici non seulement la personnalité qui vient légitimer le produit, mais le modèle de comportement. Voici, tu peux devenir comme Messi, tu peux devenir comme telle star, tu peux devenir...
C'est le modèle de comportement qui est derrière. C'est pas la personne elle-même. Personne peut devenir Messi. Il y a un seul Messi. Mais qu'est-ce qui représente Messi? Vous voyez? Totalement vrai, parce que même ces marques-là, lorsqu'il y a des petits scandales et autres autour des joueurs, ils se déconnectent totalement parce que c'est aussi l'image de la marque. Et donc moi, j'en viens à cette question-là qui, ça me tourne autour de la tête. Oui, James, J'aimerais ajouter quelque chose sur ça, et c'est ce qui fait toute l'importance de la sociologie, parce que ça donne matière à la sociologie pour produire de nouvelles réflexions. Parce que les entreprises qui produisent tous ces biens-là donc, profitent des critiques émises Bien sûr. par les sociologues Ils pour investissent. s'améliorer. Voilà. Ou sinon, on n'investirait pas des millions de dollars dans le marketing et dans la publicité. On ne ferait pas ça. Ce ne serait pas rationnel. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est quel est le bénéfice de l'État quand on a ce genre de société-là? Parce que peut-être on sort un peu du cadre sociologique, peut-être, mais ça, c'est juste un avis ouvert. Je remarque que dans le produit intérieur brut des pays qui ont des grosses sociétés à consommation, on est sur des pays riches, généralement. Les États-Unis, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, que ce soit même le Nigeria en Afrique, l'Afrique du Sud. La plupart des pays qui ont ce système de consommation de masse-là ont aussi une richesse aussi qui se développe. Donc, est-ce que finalement, cette petite manipulation-là ne nous reviendrait pas? Parce que aussi, quand ton pays devient riche et que ton pays passe un certain cap, et que par exemple, tu as la possibilité dans ton pays d'avoir de meilleurs services et autres, ça pourrait aussi te revenir et aussi à ta descendance. Donc, est-ce que cette petite manipulation-là, en fait, ne redeviendrait pas quelque chose de positif sur la durée? C'est pas une petite manipulation, c'est une énorme manipulation et exploitation des ressources de connaissances pour vendre des marchandises. Là, vous posez une bonne question. Bien sûr que ça crée de la richesse et cette richesse-là profite en grande partie à l'ensemble de la population, mais en particulier, elle profite aux beaucoup plus riches. Est-ce que l'avènement des sociétés industrielles capitalistes ont amené un élèvement du niveau de vie? Oui, bien sûr. L'espérance de vie a augmenté, les décès à la naissance ont diminué. Hein? Tout ça participe, si vous voulez, à une société où des nouvelles technologies sont apparues et ont aidé, si vous voulez, la vie et les conditions de vie des humains, bien sûr. Mais la répartition aujourd'hui est inégale. Totalement inégale. Donc, est-ce qu'il y a des bienfaits au système? Bien sûr, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire l'inverse, quoi. Mais en même temps, c'est là-dessus que je pense qu'il faut, insister. C'est un paradoxe de nos sociétés, ça amène des bienfaits, mais ça amène beaucoup d'inégalités. Oui. Et c'est pas nécessaire que ce soit aussi inégal. Certains vont dire, oui, c'est dans la nature du système de créer ces inégalités. Et c'est une bonne chose. Tant pis pour les paresseux, etc. Non, c'est une conception particulière, vous voyez. James, est-ce que tu voudrais rebondir là-dessus? Juste c'est pour corroborer ce que Paul a dit. Je me rappelle ce texte-là de Serge Pogam, inégalement liés les uns aux autres. Oui, Serge Pogam, oui. Ouais, donc, Pogam. Oui, Pogam. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce que cette inégalité-là, c'est pas dès la naissance? Bon, il y a beaucoup de travaux. Et Pogam va dire, ce système fait en sorte qu'on va disqualifier certaines personnes. Le système disqualifie. C'est le système qui disqualifie certaines personnes et d'autres qui sont intégrées. Bah déjà, rien que l'endroit où tu nais, déjà, te crée des avantages. Pour moi, c'est le premier facteur d'inégalité parmi les hommes, c'est le lieu de naissance. Oui, oui. Et par exemple, si vous regardez à propos des inégalités, les dernières années, on s'aperçoit que sur l'ensemble de la planète, les inégalités diminuent entre les nations, entre les pays. Les inégalités diminuent. Mais à l'intérieur de chacun des pays, les inégalités augmentent. C'est paradoxal. Ouais. Très paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Le Canada est un excellent exemple de ça, les États-Unis encore plus. Vous voyez? Entre pays, et comme tu disais, on compare les PIB, on essaie de
majoré un peu avec la Banque mondiale, tout ça. Mais à l'intérieur, il n'y a jamais eu autant d'inégalités, de pauvreté et de personnes extrêmement riches. Ça dépend de quelle société on veut, voyez. Est-ce qu'on considère que c'est une société juste sur le plan moral ou éthique, oui ou non? Voilà. Je vais poser une question peut-être bête, mais où s'arrêtent les limites? Non, où sont les limites de la sociologie? J'ai pas compris. Où sont les limites de la sociologie? Qu'est-ce que la sociologie ne pourrait pas faire? Parce que on parle de quelque chose qui était là depuis avant et qui, grâce à elle aujourd'hui, parce qu'on a dit tout ça, c'est pas quelqu'un... C'est une bonne question. Tout le monde peut l'utiliser, mais c'est quoi les limites de la sociologie? Parce que vraiment, quelque chose qui était là depuis avant, qui a vu toutes les évolutions, qui même permet de pouvoir prédire le comportement du consommateur. Là où elle s'arrête, où est-ce qu'elle s'arrête? Pour moi, tant que la société existe, donc la sociologie existe. Peu importe son niveau de changement, la sociologie existera toujours. Parce que tant qu'il y a des sociétés, il y aura toujours des problèmes. Et une réflexion sur ces problèmes-là. Il y aura toujours lieu de produire des réflexions sur le fonctionnement de la société. Pas que des problèmes. On peut avoir une société très riche et il y a matière à réfléchir à cette société. Mais les problèmes sociaux interrogent particulièrement les sociologues. Mais j'interprète votre question un peu différemment. Si on fait de la sociologie un peu comme... et on s'inscrit dans l'esprit d'une science humaine et sociale, j'utilise le mot science avec beaucoup de guillemets parce que on ne fait pas de la chimie ou de la physique, mais... alors, si on a un esprit rationnel et scientifique, on peut se poser seulement une seule type de question. Comment ça marche? Par exemple, vous regardez le système solaire et les astronomes regardent les planètes. Voilà, est-ce que le Soleil tourne alentour de la Terre ou c'est l'inverse? Ils vont se poser ces questions. Comment marche C'est la même chose pour une société. Comment fonctionne? Quels sont les processus de fonctionnement d'une société? Maintenant, la limite est la suivante. On ne peut pas dire pourquoi. On ne peut pas répondre à la question pourquoi. On peut répondre aux questions qui sont de l'ordre des processus de fonctionnement. Mais pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Non, mais on peut dire comment les choses fonctionnent. C'est comme si vous demandez à un astronome comment fonctionne le système solaire. Il va vous expliquer. Maintenant, si vous lui demandez pourquoi il existe, il ne peut pas vous répondre. C'est ça. On est juste des êtres humains qui vont dans... Et c'est ça la limite de toute science. Et elle n'est pas différente pour la sociologie. Elle n'est pas différente. Maintenant, est-ce qu'un sociologue a le monopole de la meilleure société? Pas du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui serait parfaite pour un sociologue, parce que pour un peu sociologue, importe la société... Oui. Moi, j'ai mon modèle de société. J'en ai un. Mais même dans ce modèle de société, il y a encore des problèmes qu'il faudrait résoudre, pas vrai? Oui. Donc, c'est un modèle... Bon, en tout cas, c'est le meilleur des modèles, mais pas le modèle aussi. Et c'est très dangereux de parler en termes de meilleure société. Le 20e siècle est un excellent exemple de confrontation entre des idéologies absolues, totalitaires, absolues. Quand on a la vérité, on l'applique à tout, ça devient une idéologie totalitaire et la réalité ne compte plus. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, sur l'idéologie totalitariste, c'est que vous avez une conception du monde, elle est fermée et totale. Maintenant, si les choses sont différentes dans la réalité, ça ne compte pas. Et ça, c'est très dangereux. On a vu avec le stalinisme, on a vu avec Hitler, on a vu avec plein de systèmes totalitaires qui existent encore aujourd'hui. Vous avez la vérité, tant pis pour les autres. On sait que la philosophie, c'est le questionnement perpétuel. La sociologie, elle tente de trouver des résolutions aux problèmes, mais quand on cherche à chaque fois des résolutions à des problèmes, le sociologue lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire de lui-même, de son état? Parce que quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de régler des choses, qui fait aussi partie de la société, comment est-ce que lui se sent dans une société qu'il ne trouve jamais parfaite? Le biologiste, c'est pas toujours dans son lab. Même le philosophe.
qui se pose des questions, même sur son existence. Donc le sociologue aussi a aussi ce détachement-là. Il peut profiter de la société tout en étant lucide de pouvoir identifier quelles sont ses insuffisances. C'est une bonne question, mais je ne vois pas pourquoi cette question-là ne s'appliquerait pas à d'autres vocations comme celle d'un biochimiste ou d'un astrologue ou qui est passionné par son métier. Quelqu'un qui est passionné par, je ne sais pas moi, les champignons, il ne fait pas que aller en forêt chercher des champignons. Il y a autre chose dans sa vie, quoi. Mais il est passionné des champignons. Oui. Vous voyez? Alors, comment dire? C'est une passion. C'est une passion. Et ça peut devenir un métier, ça peut devenir une expertise. Et ça, c'est une grande chance. C'est une chance immense de pouvoir allier un travail avec une expertise et une passion. On ne peut pas demander beaucoup plus que ça, je pense, à la vie. Eh bien, Paul, James, merci beaucoup d'avoir été là pour cette belle discussion. Aujourd'hui, franchement, le temps est passé un peu plus vite que d'habitude parce que les discussions étaient tellement condensées qu'on n'a pas eu le temps de souffler. On est déjà à 40 minutes déjà de discussion. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup, Paul, comme d'habitude, parce qu'on apprend toujours énormément de choses. Moi, j'apprends énormément de choses à chaque fois. Et vous retenez beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. C'est très important parce que l'essentiel, c'est de retenir. C'est pas aussi... Quelqu'un qui parle et que tu ne retiens pas, c'est un peu fatigant. Et c'est décourageant des fois. Mais quand la personne te montre qu'il comprend, ça donne envie encore d'expliquer. Et j'adore ce cercle-là. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Donc, c'était Discussion sociologique avec Paul. On se